Bien, merci d'être venus tous très nombreux pour cette petite conférence à propos d'une société qui s'appelle PCA, qui est leader sur son marché, qui est le marché de la certification de cartes de collection. Quand on parle de cartes de collection, on parle de Pokémon, de Yu-Gi-Oh! Ou Magic, si peut-être vous connaissez. Ce sont des cartes qui ont, pour la plupart, été éditées dans les années 1990 et qui sont des cartes à jouer et qui sont aussi des cartes à collectionner, qui ont connu jusqu'à aujourd'hui un très grand succès. Une étude de YouGov pour eBay a dernièrement estimé à 8% le nombre de collectionneurs actifs en France. Pokémon Company, pour parler de cette franchise, est une franchise considérable avec, depuis sa création, 100 milliards de dollars de revenus issus de la vente de cartes. C'est une franchise qui est 2 fois plus importante que Star Wars et 3 fois plus importante que Harry Potter ou Marvel. Voilà. Alors, Panini est un petit peu en dehors de ce domaine-là. Alors, Panini, je n'ai pas le chiffre de Panini, mais c'est tout à fait dérisoire, j'ai envie de dire, avec tout le respect que j'ai pour nos amis italiens. Les cartes de collection de sport sont quelque chose de très important, effectivement, aux États-Unis. Donc, c'est le baseball, le football américain, le basket. Donc, Panini n'est pas exactement sur ce marché-là. En Europe, les cartes de sport, effectivement, sont très populaires, dans les cours de récréation en particulier, mais n'ont pas une valeur, ne gagnent pas une grande valeur pour les collectionneurs. C'est pour ça que, pour le moment, on s'intéresse assez peu aux cartes de sport et beaucoup plus aux cartes de collection, donc essentiellement Pokémon, Magic, The Gathering et Yu-Gi-Oh! À noter, pour être complet sur les cartes de collection, que, et ça c'est important, pour vous qui peut-être êtes intéressé par l'investissement dans les cartes de collection, en août 2023, Disney, qui est aussi une franchise considérable, peut-être la seule qui puisse être équivalente à Pokémon, lance sa propre collection de cartes à jouer, qui s'appellera l'Orcana, très attendue, puisqu'on connaît la puissance, la force de frappe marketing d'une entreprise comme Disney. Ils prennent très au sérieux Pokémon Company et on s'attend à ce que ce soit un lancement considérable. Les cartes vont s'acheter comme vont être très très recherchées. Donc je vous recommande, si vous avez des idées d'investissement au mois d'août prochain, d'être parmi les premiers à vous fournir en cartes l'Orcana, ça s'appellera comme ça. Qui seront presque de façon certaine un investissement sûr. Pour vous expliquer, alors comme on les a, ça sera difficile justement. Voilà, ça sera difficile à c'est vrai que ça sera difficile. Oui, exactement. C'est comme les places aux Jeux Olympiques. Si vous avez la possibilité, enfin, renseignez-vous et effectivement, pour être commandé, c'est vrai que ça sera très compliqué parce que les gens sont maintenant au fait de l'intérêt de ce type de bien. Donc les gens vont être sur le starting block pour en acheter. Mais je vous conseille d'être vigilant. Pour vous donner une idée de ce que représente l'investissement dans une carte de collection, la rentabilité est spectaculaire. Par exemple, une carte Pokémon en 2014, la carte Dracofeu du set de base première édition valait à peu près 3 500 €. C'est une carte très rare qui avait été éditée en 1999. Aujourd'hui, elle se vend jusqu'à 500 000 $. Donc c'est une progression de 2014 à 2023 de fois 500, un truc comme ça, fois 500. Donc dans la même période, hein, par exemple, même si c'est une comparaison peut-être un petit peu farfelue, mais Tesla de 2014 à 2023, la valeur d'une action a augmenté a fait x20.
Donc vous voyez, ce qui est déjà pas mal, déjà pas mal. Mais x20 versus x500. Encore mieux, hein, la carte Black Lotus de Magic, qui en 99, de 99 à aujourd'hui, fait x5000. Si on compare Apple dans la période, c'est beaucoup aussi, c'est du x100, x500, je ne sais plus, x100 ou x500, mais il fallait mieux à l'époque acheter des cartes de collection que des actions Apple ou Tesla. Voilà. Oui, absolument. Alors ça, c'est effectivement. Non, mais, merci, merci. C'est exactement ça. C'est un marché, en fait, comme le marché de la bourse, des marchés des actions, où effectivement, bah, il y a des opportunités à l'achat et il y a des opportunités à la vente. C'est un marché qui est assez volatile. Donc effectivement, l'art, c'est d'être capable d'acheter au bon moment et de vendre au bon moment. Donc effectivement, il fallait peut-être garder cette carte. Pour illustrer, pour finir d'illustrer cette folie des cartes de collection, parlons de la carte Pikachu Illustrator. Pikachu Illustrator, qui est une carte qui a été éditée en 1996 en 39 exemplaires par la dessinatrice qui a inventé le personnage de Pikachu, et était destinée à récompenser les gagnants d'un concours d'illustration. 39 cartes seulement ont été éditées. Aujourd'hui, on n'a retrouvé qu'une vingtaine. Et une seule est restée dans un état absolument neuf et parfait, et qui a été donc du coup certifiée. Donc, du coup, on va revenir à l'histoire de la certification. Ça veut dire qu'elle a été examinée par des experts, donc authentifiée. Ensuite, on a évalué la qualité de la carte, l'état de conservation. L'état de conservation était parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la moindre rayure, pas le moindre défaut, le cadrage était parfait, et elle a obtenu la note de 10 sur 10. Et elle a ensuite été scellée dans un boîtier en plastique. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble, une carte certifiée. Ça ressemble à peu près à ça, voilà. Non, alors celle-ci, non. Et d'ailleurs, vous avez, ceux qui sont venus auront droit, je distribue. Vous aurez droit, j'en ai quelques-unes. Peut-être. Peut-être. Peut-être parce que, mais bon, ça c'est une carte Pikachu qui est éditée en 2016 de la collection XY Evolution, de la série XY Evolution. C'est une réédition de la Pikachu originale. Donc c'est une carte qui n'est pas l'original, qui n'est pas l'édition 1 du Pikachu de 99. Non, pour l'instant ça vaut... elle est certifiée, donc elle vaut au moins 15 €. Donc c'est quand même un cadeau sympa. Un cadeau sympa, oui, parce que la certification, en fait, c'est tout un travail, toute une industrie qui fait que finalement c'est un objet, vous allez le voir, qui est assez sympathique à regarder, à observer, à conserver. Et donc cette carte Pikachu Illustrator, qui a élevé la note de 10, a été vendue en 2020 à un influenceur américain qui s'appelle Logan Paul. Logan Paul qui a acheté cette carte pour à peu près 5 millions de dollars. Ouais, 5 millions de dollars. Exactement. Et du coup, je viendrai à l'histoire des NFT. Je rebondirai sur cette histoire pour aller sur les NFT, puisque c'est pour ça que vous êtes venus. Au départ, les Pokémon, je ne sais pas si ça vous intéressait beaucoup, mais donc 5 millions de dollars, c'est le prix, la carte la plus chère jamais vendue d'une carte Pokémon. Voilà, donc revenons-en à, maintenant qu'on a dressé l'état du marché, quoi, qui est donc un gros marché. PCA est une entreprise française, donc c'est Professional Card Authentication, donc créée en 2016 par François-Xavier Colombani, qui effectivement avait senti aux États-Unis un grand intérêt pour les cartes de collection, en particulier le sport, et s'était dit que effectivement il faudrait effectivement développer ce marché en France. Il y a des grosses sociétés de certification aux États-Unis comme PSA ou Beckett,
qui ont pour métier de certifier les cartes. Ça a commencé dans les années 50 avec les cartes de baseball. Donc une carte qui a de la valeur. Comme tout marché de collection, ce qui fait la valeur d'un objet, c'est la rareté et l'état de conservation. Donc le principe de la certification des cartes, c'est d'authentifier l'objet, donc la carte est réelle et est une vraie carte, et deux, qu'est-ce qui la différencie d'une autre carte? Est-ce qu'elle est en meilleur état de conservation? Il faut un organisme neutre qui va effectivement trancher. Voilà. Et donc on donne une note de 10, de 1 à 10, et du coup si vous avez une carte qui est très très bien notée, elle vaudra plus cher qu'une carte, ça fait une énorme différence. Oui, non. Non. Est-ce que on peut distribuer les cartes de temps en temps? Ouais, est-ce que c'est des Pikachu, elles n'ont pas toutes la même note. Oui, allez, servez-vous. Comme ça, pendant qu'on parle, quand on parle d'un sujet qui n'est pas forcément très bien connu, vous pouvez voir à quoi. Et, aussi aux techniciens, je pense qu'ils. Oui, aussi. Ah oui. Oui, quand même. Oui, mais comme ça vous permet. Parce honnêtement, sinon on ne se rend pas compte. Ça peut sembler. Oui, voilà, c'est le prix d'une certification. Voilà, oui, je vous en prie. C'est le prix d'une. Vous pouvez changer. Oui, vous n'avez pas toutes les mêmes notes. Il y en a qui ont des super mauvaises notes. Ah, il a 5. Ah, oui, c'est pour vos enfants. Il y a Electabuzz. Ouais. Mais en fait, donc, pour reprendre quand même, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qu'on disait donc sur la notation, donc dans cette série, on le voyait, l'enfant, entre guillemets, est arrivé avec une carte, et on lui a dit, selon la note, ça sera entre 150 000 et 500 000 $. Et ça se jouait à pas grand-chose, parce que c'est une note sur 10, on lui disait si c'est 8 ou 8,5, bah, c'est clairement pas pareil. Et ça a une valeur énorme. Et complètement. Effectivement, donc le Dracofeu, le fameux Dracofeu édition 1, à 10, il vaut 500 000 €, à 9, il vaut 50 000. Ouais. Et à l'œil nu, c'est quasi c'est rare d'avoir 10. impossible. C'est difficile d'avoir 10. À l'œil nu, c'est quasi impossible. Alors voilà, à l'œil nu, c'est très difficile effectivement de voir la différence. Donc effectivement chez PCA, donc cette société française qui est située localisée à Paris, qui est devenue le leader européen de la certification de cartes de collection. Donc dans les ateliers, nous avons les collectionneurs envoient des cartes, nous les réceptionnons. Elles passent dans l'atelier de notation où 3 noteurs vont successivement noter les cartes de façon indépendante, donc, attribuer une note. Ensuite, il y a 2 noteurs. Si la note est la même, donc c'est cette note qui sera attribuée. S'il y a un désaccord, il y a un 3e noteur qui intervient pour trancher finalement. Ils ne savent pas à qui appartient la carte. Donc ça c'est pour garantir l'impartialité. Nous ne sommes pas jugés partis. Et d'ailleurs, on n'est pas une société fondée par des collectionneurs. Okay. En l'occurrence, François-Xavier Colombani n'est pas particulièrement collectionneur de cartes Pokémon. Et je pense que c'est une des forces de la société qui est tout à fait neutre. Ensuite, la note est attribuée. Donc elle passe dans un atelier de certification ou de scellage où la carte est insérée dans un étui en plastique qui protège des UV, qui protège des chocs, qui protège la carte, qui est inviolable. En tout cas, on peut l'ouvrir, mais on ne peut pas le refermer après. En tout cas. Okay. Donc en fait, le boîtier protège la carte, mais en fait protège surtout la note. C'est-à-dire que la note, elle est... Parce que du coup, si on l'ouvre, on ne peut pas le refermer, donc on est obligé de le refaire... Voilà, si vous l'ouvrez, vous perdez, en fait, vous perdez pas la carte, vous perdez la note. Ouais. Une fois si vous la faites recertifier, il faudra renoter. Et donc, les noteurs, effectivement, vont regarder avec des outils
très sophistiqués, effectivement avec des loupes, une lumière très forte, en manipulant la carte avec beaucoup de doigté, avec des gants. Voilà, la moindre rayure, un petit défaut. Alors les cartes que je vous ai distribuées, par exemple, elles n'ont pas un 10, c'est parce que ce sont des cartes qui ont été un petit peu trop manipulées. Donc la surface n'est pas parfaite. Les coins, il peut y avoir des petits défauts. Il peut y avoir alors le cadrage, je vous dis aussi, le cadrage, c'est le bandeau bleu autour. Si l'épaisseur du trait n'est pas exactement la même de chaque côté, c'est un défaut. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que finalement c'est pas facile d'avoir un 10. Ah oui, NFT. Alors, NFT, alors le titre de ma conférence était un petit peu racoleur, je tiens à le dire, puisque le NFT n'est pas complètement pertinent pour ce marché. Parce que forcément, les collectionneurs de cartes ils veulent voir la carte avec eux. Donc le NFT, effectivement, donc le NFT, donc le non-fungible token, donc c'est un produit dématérialisé, mais qui, grâce à la blockchain, est un objet authentifié et la propriété garantie. Dans les collectionneurs en soi, on pourrait avoir... parce que quand Logan Paul il achète sa carte à 5 millions de dollars, on est d'accord que c'est pour la revendre un jour. C'est pas juste pour se faire un kiff à 5 millions de dollars. Alors, lui, pourquoi il fait ça? Alors, je pense qu'en l'occurrence, c'est un influenceur, donc c'était un énorme coup de buzz. Ça a fait un énorme buzz. D'ailleurs, ça a beaucoup bénéficié au marché de la carte de j'imagine. collection. C'est à partir de ce moment-là qu'il y avait un énorme intérêt pour la certification des cartes. Et lui, il en avait plein de côté, donc elles ont toutes pris. C'est quelqu'un qui investit. Il a investi aussi dans les NFT. Et alors, donc, pour en venir au NFT, donc nous chez PCA, effectivement, on se pose la question des NFT, quoi, parce que ça peut être tout à fait pertinent. Pourquoi est-ce que ça pourrait être pertinent? C'est pas pour avoir une carte, pour acheter des cartes dématérialisées, parce que les gens veulent avoir leurs cartes. Ça peut être pour un autre usage qui est l'échange. L'échange et la vente et la revente, et tout simplement la fluidité du marché. Prenons un exemple d'une carte qui vaudrait très très cher, par exemple. Donc, c'est ce que fait Logan Paul en fait. Logan Paul a créé une place de marché dématérialisée qui s'appelle Liquid Market, un truc comme ça, dans laquelle il a mis en vente sa propre collection de cartes et de NFT, puisqu'il est aussi un investisseur en NFT. Il a acheté les fameux cyberpunk, ces espèces de personnages ultra pixelisés qui valent 50 000 dollars aujourd'hui, ou plus. Et aussi donc la fameuse carte Pikachu Illustrator à 5 millions de dollars. Et vous pouvez acheter des parts, des jetons, des tokens de sa carte Pikachu Illustrator et de devenir du coup copropriétaire de la carte. Et donc vous l'achetez, un jeton coûte 10 centimes. Donc la carte qui vaut donc 5 millions de dollars vaut 50 millions de jetons pour détenir la carte. Logan Paul conserve 49% ou 51% de la propriété de la carte. Néanmoins, donc ça a très bien marché, quoi. Beaucoup de gens se sont mis dessus. Et du coup, quand il veut utiliser sa carte, parce qu'il fait du catch aussi, ils vont sur un ring, il s'est amusé à porter sa carte Illustrator sur le ring comme ça. Aujourd'hui, il est obligé de demander l'autorisation des copropriétaires, des colocataires, si vous voulez, des copropriétaires pour porter sa carte, quoi. Parce qu'il n'est plus le seul propriétaire. Et donc l'intérêt, c'est donc sur ce terrain que PCA travaille. Donc, du coup, on n'a pas encore véritablement transformé les cartes Pokémon en NFT. Donc j'avoue, il y a un petit côté racoleur dans le titre du truc. Mais parce que tout simplement, l'idée n'est pas de transformer la carte Pokémon en NFT, c'est en fait de simplifier l'échange et le partage des cartes entre collectionneurs de façon dématérialisée, un petit peu comme dans les cours de récréation, vous arriviez avec vos cartes et vous échangiez. C'est ça que les gens ce dont les gens ont le plus besoin.
Et donc la technologie dématérialisée des NFT permet ce genre de choses. Donc du coup, l'idée, effectivement, le projet, ce serait effectivement de créer une place de marché dématérialisée où les collectionneurs et les clients PCA pourraient effectivement avoir une carte authentifiée, certifiée, comme on le fait habituellement, et aussi de la mettre à disposition sur cette place de marché où tout un chacun peut effectivement vendre, acheter des parts des cartes, de certaines cartes. Ce qui est intéressant. C'est Compte super tenu de ce que je important. vous ai dit, vous voyez, si vous faites 5000 fois 5000 en quelques années, ça peut avoir le coup effectivement d'acheter par exemple des parts de Pikachu Illustrator. C'est sûr. Euh, Et il y a un rapport aussi à la sécurité, j'imagine, parce que pour échanger une carte, si quelqu'un me dit ouais, je te l'achète à l'autre bout du monde, 500 000 $, échanger un NFT, c'est plus simple au départ que d'envoyer la carte en espérant avoir le virement, non? oui, oui, exactement. Il y a des grosses problèmes de sécurité, effectivement. C'est une des difficultés d'ailleurs de notre métier, puisque les gens nous envoient des cartes par la poste. Il peut arriver que la poste perde le colis ou qu'il y ait un problème. Et effectivement, c'est parfois des cartes qui peuvent valoir assez cher. Et bon, du coup, ça peut être assez gênant. Bon, bien sûr, il y a un système d'assurance. C'est la raison pour laquelle le coût de la certification, donc en moyenne, enfin, pour le prix de base est d'environ 15 € pour une carte habituelle. Mais si vous envoyez une carte qui a beaucoup de valeur, par exemple qui vaudrait plusieurs milliers d'euros, le coût de la certification est un peu plus élevé parce que il y a des assurances qui doivent être prises en compte. On peut ne pas le savoir au départ. En général, on sait, en fait, on se réfère en fait à la valeur de toute façon, un client doit déclarer la valeur de sa carte quand il envoie sa certification, parce que si effectivement le colis est perdu, il doit pouvoir réclamer aux assurances le prix, effectivement. Est-ce qu'il y a un prix de marché comme quand on achète le blé ou... Oui, bah, en fait, le prix du marché se fait sur des plateformes d'échange. Alors, il y a eBay, qui est aujourd'hui très en pointe sur les cartes de collection. Donc vous regardez sur eBay, vous tapez votre carte et vous regardez quelles ont été les ventes réussies sur telle ou telle, dernièrement, et ça vous donne à peu près le prix de votre carte. Mais il y a d'autres plateformes. C'est pour ça que c'est intéressant ce marché de Pokémon, parce qu'on touche quand même à des technologies qui sont assez intéressantes. Les plateformes d'enchères en ligne, alors, il y a par exemple Vogt, qui est une plateforme où des collectionneurs font des lives. Ils vendent voilà, leur collection. Et honnêtement, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde dans ces... en fait, c'est aussi de la brocante. Hein. En fait, on est proche du milieu de la brocante. Ouais, bien sûr. Si vous allez dans les brocantes, vous trouverez de plus en plus des cartes de collection. Parce que les collectionneurs c'est pas rare qu'ils viennent du milieu de la brocante. Ouais. Parce que comme ce sont des gens qui naturellement sont opportunistes et qui, quand ils achètent quelque chose, ils le conservent bien. Il y a beaucoup de collectionneurs et c'est le cas de Mister Fuji, donc notamment un collectionneur qui aujourd'hui justement a mis en vente sur eBay. Vous pouvez aller sur eBay, il a mis en vente une Pikachu Illustrator, donc une autre, et elle est actuellement pour l'instant à $1 million, $1 million. Et donc lui est issu du milieu de la brocante. Il a commencé sa collection, il a eu l'intelligence de conserver, de bien conserver ses cartes, et donc c'est devenu un métier pour lui. La sortie n'est pas encore. On n'a pas une date de sortie. On n'a pas encore je peux pas vous donner une date de. Alors, si vous avez si vous avez des propositions ou si vous avez des. Oui. Oui, alors la question. Oui, oui. Absolument. Oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est constituer une place de marché. Donc, effectivement, il y a des fournisseurs qu'on peut.
qui fournissent des textes. Oui, c'est ça. Bon, l'idée, c'est de le faire nous-mêmes, quoi, d'avoir notre propre. Oui, 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 absolument. Oui. Oui. Alors, en ce moment, effectivement, oui, oui, ça intéresse énormément de gens. En l'occurrence, Pokémon Company est en train, enfin, il y a beaucoup de rumeurs qui laissent penser qu'ils sont en train Ça serait con de se lancer là-dedans, effectivement. Donc, peut-être que Pokémon va eux-mêmes directement lancer des cartes directement en format NFT. Mais je sais, ça, je ne sais pas encore. C'est tout à fait probable. Donc effectivement, PCA, il est tout à fait pertinent pour PCA de se lancer sur ce marché, même si effectivement ça ne correspond pas à un besoin absolument nécessaire pour le moment, mais c'est sans doute un usage qui va se développer dans les années à venir pour les collectionneurs. Alors, on reçoit à peu près entre 5 et 10 000 cartes par mois. En moyenne, un peu moins de 10 000 cartes par mois en moyenne, sachant que une certification en moyenne, c'est 15 euros. Ouais, 15 euros. C'est vraiment pas cher. C'est pas si, Ils ne doivent pas y passer beaucoup de temps, quoi. C'est pas si cher. Non, pourtant, c'est un long process de certifier une carte. Oui, c'est pas si cher. Mais Ouais. bon, vous avez en fait, qui sont les clients de PCA? En fait, il y a les grands. En fait, il y a le grand public, si je puis dire, des gens qui sont qui veulent faire un cadeau à leurs enfants avec s'ils ont une belle carte, ou qui veulent protéger une carte intéressante quand ils l'ont. Ils le font de façon où c'est par esthétisme pour protéger leur carte, ou la mettre sur leur cheminée. C'est une super carte, ça peut être sympa. C'est pour ça qu'on développe aussi des accessoires. On essaie des socles, des cadres, de façon à des classeurs. Vous avez des gens qui sont des petits collectionneurs et qui cherchent à enrichir leur collection. Et donc ils sont rentrés dans des transactions où ils vendent des cartes pour pouvoir acheter des plus belles cartes encore. Et donc la certification de cartes facilite les échanges, parce que du coup, si vous vendez une carte sur eBay, vous dites oui, ma carte est en très bon état. Ok. Oui, parce que ça veut dire quoi, très bon état, etc. Parce que là, par exemple, je la considère en bon état alors qu'elle a que 6. Voilà. Et pourtant, visuellement, elle paraît en très bon état. Voilà, cette carte est en super bon état, mais en fait, elle est notée 5. Mais bon, et donc ça c'est très important, quoi. Donc du coup, c'est très utile pour pouvoir faire des échanges et simplifier les choses. Ça sécurise la transaction. Et vous avez une autre catégorie de clients qui sont les gros collectionneurs qui en ont fait leur profession. Donc ils achètent massivement des cartes, donc ils seront les premiers à acheter leur Cana de Disney, et ils achètent massivement, et ils passent par PCA, ils font certifier leur carte, qui une fois certifiée, en fait, prend de la valeur. En fait, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ah oui, absolument, c'est de l'artisanat. Donc, par exemple, le jour j'ai tiré. Oui, c'est un vrai business. Oui, c'est pour ça que c'est même un peu plus, parce que vous disiez sur les cartes de valeur, c'est plus cher. Effectivement, si vous envoyez une grosse carte, ça sera plus cher que 15 euros, ça peut aller jusqu'à 100 euros. Oui, alors je sais que les Américains, qui sont massifs par rapport à nous, se sont lancés dans cette technologie, mais c'est pas complètement au point. Parce que il faut quand même, ça peut aider, ça peut simplifier pour regarder le cadrage, par exemple, le cadrage des cartes, etc. Donc on peut mesurer de façon très précise. Après, de reconnaître des micro-rayures ou des micros, il faut quand même l'œil d'un expert, sachant que en plus, il faut avoir une connaissance des cartes, parce que effectivement on peut avoir des défauts, par exemple, qui reviennent systématiquement sur certaines cartes, parce qu'il y a ce qu'on appelle des défauts d'imprimerie,
ou à telle carte, systématiquement il y aura ce défaut-là. Donc d'une certaine manière, le noteur va tenir compte du fait que Sur le marché, il n'y a pas mieux. disons que voilà, sur cette carte-là, c'est une carte qui nécessairement a un défaut d'imprimerie, donc bon, ça doit être pris en compte, mais sera peut-être moins sévère que pour une autre carte. Donc c'est pour ça que entre guillemets, tout le monde ne peut pas se faire noteur de cartes de collection, parce qu'il faut quand même vraiment bien maîtriser le sujet et connaître toutes les cartes, quoi, tout simplement. Quoi. Et à la base, quand ces cartes elles sont imprimées, elles ne sont pas imprimées pour avoir plus de valeur qu'une carte d'échange de jeu de cours de récré. Genre quand elles sont créées au départ, on ne se dit pas ça vaut 500 000 $. Bah si. En fait, il y a un système de rareté. Enfin, il y a un système de rareté. Quoi. Enfin, il y a des cartes qui sont plus ou moins rares. Quoi. Donc la Pikachu, ça c'est tout à fait, c'est ce qu'on appelle une carte à 500 000 $. C'est une carte. Non, je vais vite partir. Pardon, je cherchais le. Ne me courez pas après. C'est ce qu'on appelle une carte commune. Il y a des cartes communes, voilà, donc il y en a plein, etc. Donc en général, ouais. Et après vous avez les cartes plus ou moins rares, quoi. Donc il y a les cartes V, V-Star, V-Max, etc. Donc par exemple, qu'est-ce que j'ai comme carte hyper rare Ne montrez pas parce qu'on va vous cambrioler. Oui, voilà, j'ai chez Zenith Suprême une Giratina V-Star. Bon, ça c'est une carte très rare. C'était vraiment très difficile de la trouver. Ça vaut en loose, c'est-à-dire que la carte nue, elle vaut peut-être peut-être une centaine d'euros, mais une fois certifiée, en fonction de la note, ça peut faire x5, x5, x10. Voilà, il y a une très bonne note, donc je pense que celle-ci doit valoir au moins 500 euros. Quoi. C'est une récente, c'est 2023, donc c'est une des dernières extensions. Donc, compte tenu de la rentabilité des cartes, on peut penser, si les choses continuent ainsi, dans 5 ans, elles peuvent prendre x10, c'est possible. Du coup, là, imprimé en 2023, ça veut dire que maintenant, ça joue le jeu de l'enchère, entre guillemets. Quand on imprimait en 2000, il y a 20 ans, les cartes Pokémon, personne, enfin, ou pas grand monde, se pensait que ça vaudrait beaucoup d'argent. Là, quand on en imprime une en 2023, on sait que on va en faire un nombre précis, pour lui donner de la valeur, j'imagine. Oui, c'est ça. Oui, il joue là-dessus, quoi. Ouais, il joue là-dessus. Et on ne connaît pas très bien la population des cartes très rares. Mais c'est ça aussi l'intérêt de la certification, c'est que du coup, vous avez des statistiques associées à chaque carte. Donc, vous pouvez savoir effectivement combien existe-t-il de telle ou telle carte et quelles sont les notes qu'elles sont attribuées. Et c'est vrai que c'est fou que Pokémon n'ait pas encore sa plateforme, parce qu'il pourrait même faire des cartes uniques et les vendre énormes. Oui, il pourrait faire une carte unique. Mais les cartes très rares, même si vous avez 500 000 cartes, c'est déjà considérable. Ouais. Mais après, oui, il pourrait faire ça, mais ils sont dans une logique très démocratique, donc c'est aussi un objet qui pour les enfants. Dans les cours de récréation, c'est un jeu aussi. Il y a beaucoup de jeux. Les gens collectionnent, mais aussi jouent avec. Donc Pokémon reste dans cet ADN-là. Et voilà, on ne cherche pas à en faire des objets d'art ou des objets qui rentrent tout de suite dans un truc très très sérieux. Donc voilà, c'est un marché en pleine progression. Voilà. Oui, voilà. Et on pense que ça va s'arrêter ou pas du tout. Genre on se dit là ça vaut 500, demain ça vaudra 5000, puis 50 000, ou on se dit il y a un moment où ça va caper et ou alors ça va changer, ça sera plus les Pokémon mais ça sera autre chose. Le marché est volatile, donc c'est vrai qu'il y a eu des hauts débats. Donc ça commence avant 2020. Le marché était beaucoup plus faible. Il y a eu un moment donné où dans les années 2010, c'était beaucoup moins populaire, Pokémon. Et puis, il y a eu Pokémon Go, qui a relancé un petit peu la franchise Pokémon. Vous avez eu donc Logan Paul, qui a fait beaucoup parler de lui avec ses cartes à 5 millions de $. Et vous avez eu le confinement,
aussi, qui a suscité un intérêt plus important pour les cartes. Du coup, ça faisait partie des genres de choses que les gens faisaient plus puisqu'ils étaient chez eux. Et donc depuis les années 2020-2021, effectivement, les prix ont véritablement explosé pour les cartes Pokémon. Ça peut redescendre, ça peut rebaisser. Effectivement, qui sait si effectivement les cartes de Disney vont pas supplanter Pokémon et donc mais bon, le fait est que la valeur des cartes depuis 25 ans n'a cessé de progresser. Ouais. C'est pour ça en fait effectivement que vous voyez, les gens qui aujourd'hui investissent dans ces cartes de collection sont de plus en plus des investisseurs qui s'étaient lancés dans le Bitcoin ou les NFT et cherchent aujourd'hui à diversifier leur portefeuille. Donc on voit beaucoup d'investisseurs, compte tenu de la rentabilité de ces cartes, effectivement se lancent de plus en plus là-dedans. Allez-y. Là c'est terminé, je pense qu'il y a un peu de retard. Ouais. Absolument. C'est moi qui vous remercie de votre attention. Ouais. Si vous avez des questions ou des suggestions, moi de toute façon je reste un peu là pour... Ah, ouais, ça, ok.